Et on parle maintenant de nos langues maternelles, une mémoire vivante, une richesse à préserver et à transmettre à tout prix. Et c'est avec Amandine Aliambossou. Amandine. Rachidat. Alors. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Comment on dit bonjour dans votre langue? C'est Bariba naturellement. Le Dendi, c'est Nasuba. Nasuba, ok. Donc Rachidat, Nasuba. Nasuba, Metega. Alafia. C'est bien trouvé en tout cas. Alors, on dira enfant. Amandine. Non, enfant. D'accord. Allez, aujourd'hui, on reçoit. Oui, on va parler des langues maternelles. Et comme vous le savez, à la naissance, la première langue qu'un enfant apprend, c'est bien sûr la langue maternelle. La langue maternelle est celle que l'individu entend dès sa naissance auprès de sa maman. Elle constitue donc le fondement sur lequel se construisent tous les apprentissages indispensables à sa socialisation. Et le Bénin étant un pays de grande diversité culturelle, il compte plus d'une soixantaine de langues maternelles. Et pourtant, la langue française reste dominante dans l'espace public. Heureusement, des initiatives sont prises ça et là, notamment dans les établissements scolaires, pour promouvoir les langues maternelles afin d'inverser la tendance. Suivant à ce sujet ce reportage réalisé pour nous par Uvaus Balogun. Dans cette salle de classe de 4e, la journée commence dans une langue que les enfants reconnaissent naturellement. Pas le français, mais le fon. Ici, au collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, la langue maternelle n'est pas seulement parlée dans la cour. Elle s'apprend, elle s'écrit et se transmet. Et la pionnière de cette démarche est cette enseignante, Espérance Rounou. Il y a une quinzaine d'années maintenant qu'elle a eu l'idée d'enseigner le fon dans cet établissement. Les Béninois n'aiment pas parler leur langue. Et pour y arriver, il faut commencer par les écoles. C'est pour ça que j'ai écrit en 2014 à la direction diocésaine de l'enseignement catholique. À ce qu'on me permette d'entrer dans les écoles pour que nos enfants comprennent leur langue et les parlent comme il le faut. Pour Espérance, enseigner le fon dépasse largement le cadre académique. C'est transmettre une identité, des savoirs et préserver une culture. Une idée que ses élèves semblent bien épouser. Avec le fon, les mots leur sont plus familiers et l'apprentissage plus facile. Par exemple, discuter avec quelques personnes qui ne comprennent pas le français, je peux parler le fon avec cette personne-là. Je suis fière d'apprendre le fon à l'école. Ça me permet de valoriser ma langue maternelle, mon pays aussi. J'ai commencé à l'apprendre depuis la classe de 4e. Et en terminale, j'ai décidé de l'approfondir pour pouvoir le composer au bac comme matière facultative. D'abord pour plus enrichir ma culture, mes connaissances. Au Bénin, l'apprentissage des langues maternelles à l'école reste encore un vœu pieux. L'UNESCO estime que 40% des apprenants dans le monde ne reçoivent pas un enseignement dans leur langue maternelle et sont confrontés à d'importantes barrières linguistiques durant leur parcours scolaire. Les recherches ont montré qu'un individu, depuis son existence prénatale, est imprégné par le bruit qui entoure sa mère. Et vous convenez avec moi que l'un de ces bruits fréquents auquel l'enfant est exposé, c'est bien sûr le son émis par sa maman au cours des communications. Donc, quand il sort, cette langue-là, il laisse des empreintes. Et ça donne plus ou moins ce qu'on peut considérer comme des clichés ou des filtres par lesquels il interprète tout ce qui va lui être présenté dans la vie courante. La langue maternelle à l'école est donc un outil d'intelligence et non un obstacle. Lorsqu'il va être exposé à un système éducatif où les enseignements sont conçus et délivrés dans sa langue maternelle, on voit qu'il se sent plus à l'aise. L'accès au savoir devient plus aisé. En offrant l'opportunité à ses élèves d'apprendre en langue fon et en français, ce collège fait un pari discret mais fondamental,
celui de faire du fond un levier d'ancrage culturel. Parce qu'avant d'apprendre une langue, l'enfant apprend à penser. Et parfois, tout commence par la langue de la maison. Et il faut dire que, outre les collèges, on enseigne également les langues maternelles à l'université. Et Charles Ligan est notre invité de ce matin. Dr Charles Ligan, bonjour à vous. Bonjour Amandine, bonjour Rachida. Docteur. Bonjour Merci Rachida. d'être sur ce plateau. En goût déjà, comment on dit bonjour? Nami Fondo? Mikudo Fifon. Mikudo Fifon. En goût, c'est comme ça on dit. Ok, Mikudo Fifon. Vous êtes un linguiste terminologue et vous enseignez bien sûr à l'université d'Abomey-Calavi. Dites-nous déjà la différence entre langue maternelle et langue nationale. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais commencer déjà par remercier la SRTB de m'avoir invité sur ce plateau. Ça fait très bien de revoir la maison en très belle forme et sur ce splendide... dans ce splendide studio que j'ai l'occasion de visiter pour la première fois. Charles Ligan, journaliste voilà. à l'ONTV devenu SRTV. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Et je dois dire d'abord que quand on parle de langue maternelle, ce n'est d'abord pas forcément la langue associée à la maman. L'adjectif maternel ne désigne pas forcément la langue transmise de la mère à l'enfant. La langue maternelle, c'est la langue de première socialisation, comme nous avons l'habitude de dire en sociolinguistique. C'est la langue dans laquelle l'enfant a appris à conceptualiser le monde pour la première fois avec un code de communication orale. C'est la langue dans laquelle l'enfant prend connaissance de son milieu et de tout ce qui l'entoure. La langue qui permet à l'enfant donc d'étendre sa pensée et de pouvoir s'exprimer librement. Ça peut être la langue de maman, ça peut être la langue de papa, comme ça peut être la langue du milieu dans lequel l'enfant évolue. Voilà. Ça peut ne pas du tout être la langue ni de papa, ni de maman, mais peut-être la langue de la femme de ménage qui garde l'enfant et auprès de quel l'enfant donc passe toute sa journée. C'est comme ça. Parfois, c'est la langue du milieu, parce que les enfants, quoi qu'on dise, ont une capacité phénoménale d'enregistrer de nouvelles langues. Il en est de même aussi pour les femmes. C'est pareil pour les femmes aussi. Eh bien, les enfants, quand ils s'amusent, quand ils sont dans la communauté en train de faire les allers-retours avec les camarades, ils ont cette facilité-là d'acquérir de nouveaux outils linguistiques. Donc, les langues que les enfants choisissent de parler plus tard, ça peut être évidemment la langue de papa, la langue de maman, mais ça peut être aussi la langue du milieu dans lequel l'enfant a grandi, tout simplement. Et maintenant, quand on parle de langue nationale? La langue nationale, c'est la langue du territoire. C'est surtout ça. Les langues autochtones, je parle souvent de langue patrimoniale. Voyez, il s'agit des langues qui sont répertoriées sur le territoire sur lequel nous vivons. Ça, c'est les langues nationales, c'est les langues des ethnies. On parle de langues ethniques ou de langues des communautés ou de langues des nationalités. Pour emprunter un terme cher à notre professeur Capo Mpati, à Garomé, je le salue au passage, il parle de langue de nationalité. Donc, ce sont ces langues de nationalité, c'est-à-dire les langues reconnues, parlées sur le territoire national, mais pas des communautés linguistiques occupant le territoire. Ce sont ces langues-là qu'on désigne déjà par langue nationale. Mais je dois souligner que l'expression langue nationale n'a pas une définition unanime d'un pays à un autre. Quand vous êtes par exemple au Nigeria à côté, la Constitution de 1979 dit que les langues nationales du Nigeria sont au nombre de 3. C'est le Hausa, c'est le Igbo et c'est le Yoruba. Ça, c'est la Constitution qui l'a dit au Nigeria. C'est comme ça. Et quand vous êtes ici, par exemple, au Bénin, langue nationale, selon notre Constitution, déjà dans les articles 1, 8 et 13, 11 aussi, ce sont toutes les langues parlées sur le territoire du Bénin par les communautés vivant au Bénin qu'on appelle langue nationale. Ça, c'est une définition plus courante, plus classique, qui évite les dissensions. Il y a donc autant de langues que de communautés. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle souvent de langue nationale, langue ethnique. Mais ailleurs, la langue nationale peut désigner, enfin, on peut cumuler 2 critères géographiques et étendus donc, de la langue, c'est-à-dire facteur démographique et facteur géographique, pour désigner ce qu'on appelle langue nationale aussi, c'est-à-dire une langue qui est parlée par l'ensemble
donc des peuples occupant un territoire. Et ça, nous ne sommes pas encore à ce niveau au Bénin. Nous n'y sommes pas du tout encore. On va y arriver. Quand vous êtes au Sénégal, par exemple, le Wolof est oui. véritablement une langue nationale, occupée par 80% au moins de la population. Quand vous êtes, par exemple, en Centrafrique, le Sango est parlé par 95% au moins de la population, le Sango. Donc ça, c'est une langue nationale du point de vue géographique et démographique, une langue nationale. Ok, merci à vous, Dr Chaligan. Et dites-nous déjà ce que vous pensez de cette expérience de l'enseignement des langues maternelles déjà dans nos collèges. Ce n'est pas du tout nouveau, c'est pas du tout nouveau. Et je dois souligner au passage que les écoles catholiques ont de tout temps été championnes donc, dans cette aventure-là. Ça se faisait quand ceux qui ont fait par exemple l'école Père au Pied dans les années 70 peuvent vous raconter encore des expériences plus enrichissantes où ils apprenaient le dindi, le batonou, le fon, le goun directement au collège Père au Pied. Et c'est là qu'ils ont appris à transcrire pour la première fois dans leur langue maternelle. C'était très important. Ce qui se fait là, par exemple, à Saint-Jean-Baptiste, c'est bien ça. C'est une expérience très enrichissante qu'il faut encourager et qu'il faut étendre peut-être à d'autres langues également pour permettre aux autres enfants qui ne se reconnaissent pas peut-être dans la langue qui est utilisée là maintenant, de pouvoir aussi s'exprimer. Ça, c'est le fond là maintenant. C'est très intéressant. Et je retrouve ma soeur Espérance Ounou qui combat toujours donc l'ignorance par rapport aux langues maternelles. C'est très intéressant. Il faut encourager ces genres d'initiatives parce que quoi? On dit dans ma langue, c'est-à-dire? C'est une expression idiomatique. Cela ne veut pas dire forcément que, bon, il faut comprendre l'histoire pour pouvoir hériter de la maison. Bon, ça, c'est une compréhension basique. Mais en réalité, il s'agit en fait de dire que pour gouverner ou pour régner, il faut absolument s'enraciner dans sa culture. Nous ne pouvons pas être béninois et former des étrangers pour diriger les Béninois. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il faut que les enfants du Bénin soient formés, enracinés dans la culture du Bénin pour pouvoir prendre donc, la relève de leur père, de leur mère demain. Donc c'est une initiative à encourager. À encourager, à intensifier, à documenter. C'est très important. Et comme je le disais tantôt, en dehors des collèges, ça se fait également à l'université. Ça se fait à l'université. On va suivre une étudiante qui nous parle le goût. Eh bien voilà, c'est très intéressant. Dites-nous déjà, cela se passe dans votre faculté. Expliquez-nous un peu comment... Oui, ça se passe à la faculté des lettres, langues, arts et communication, notamment au département des sciences de langage et de la communication, dont je relève. C'est une expression, c'est une expérience d'enseignement des langues béninoises, mais qui a commencé depuis, disons, une quarantaine d'années au moins, avec certaines langues comme le fon, comme le yoruba. Quelles sont les autres langues, le fon, Il y a fondamentalement 6-7 langues qui sont enseignées au-delà des autres cours de linguistique, parce qu'il y a des cours fondamentaux de linguistique, de communication, mais ces cours-là sont aussi associés aux offres de formation et les enfants, les étudiants s'y plaisent très bien. Il s'agit par exemple du yoruba, il s'agit du fon, du biali, du batonou, du goun, de l'adjaguin. Voilà, ce sont les langues-là, ce sont ces langues-là. Il n'y a pas la langue de Rachida dedans? Il n'y a pas le bariba? Il y a le bariba, j'ai dit batonou. Et le hani? Hani, pas la encore. La langue de chez moi, de Basila? Hani, pas encore. Moi, j'aurais souhaité que l'ani soit enseigné, mais il nous faut un enseignant pour prendre en charge cette langue-là. Donc, demandez à vos frères, à vos sœurs qui étudient la linguistique, d'aller plus loin
dans leurs études et de pouvoir aussi nous aider à enseigner autant de langues que possible. Progressivement, on peut y arriver. Absolument. Est-ce que déjà à l'université, il y a des soutenances en langue maternelle? Ah, mais ça se fait parce que... Exclusivement en langue maternelle ou bien... Exclusivement non. Exclusivement non. Ça se fait au cours donc, des soutenances en langue française ou en langue anglaise, par exemple en linguistique anglaise appliquée ou en linguistique tout court. Il arrive qu'on interroge des impétrants, quitte à ce qu'ils nous disent la substance de leur travail, de leur recherche, dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. On leur donne 5 minutes, 3 minutes pour pouvoir s'étendre un peu sur ce qu'ils ont eu à faire et devant le public. Est-ce qu'ils y arrivent C'est une épreuve intéressante et ils y arrivent. Ils y arrivent. En tout cas, chez nous, au département des sciences de langage et de la communication, c'est naturel. C'est naturel. Il arrive que cela se fasse aussi dans d'autres facultés. J'en ai déjà vu en agronomie. J'en ai déjà vu dans d'autres filières de formation à l'université. Et j'avais écrit un document comme ça en 2019 suite à mon prix sur l'innovation en langue nationale que j'ai gagné en 2019 à l'université. C'était en 2019. Betchekon, la langue maternelle pour un développement durable. C'était suite à un prix que j'ai édité, cet ouvrage-là. J'avais déjà écrit dedans qu'il faut que cette expérience soit étendue à toutes les filières de formation, que nous puissions être capables de rendre compte de nos recherches dans les langues du Bénin. Voilà. Parce qu'en réalité, ceux qui sont les vrais bénéficiaires des recherches que nous faisons, ce ne sont pas nous. Ce sont les communautés à la base, ce sont les populations. Et nous devons en principe, après avoir effectué les recherches, après avoir cherché et trouvé, nous devions rendre compte aux communautés à la base de ce que nous avons cherché et trouvé pour leur permettre de s'en servir pour leur propre développement. Et nous ne pouvons pas aller sur le terrain, parler la langue qu'ils ne maîtrisent pas pour rendre compte de nos recherches. Donc, il faut forcément utiliser les langues que les communautés maîtrisent. Nous devons être en phase avec les communautés. Et au-delà des recherches, il faut également, pourquoi pas, traduire nos lois en langue maternelle. Absolument. C'est une question fondamentale. J'ai d'ailleurs un doctorant qui vient de soutenir sa thèse sous ma direction sur cet aspect, explicitement sur cet aspect-là, c'est-à-dire les activités traductives des thèses juridiques, des instruments juridiques du Bénin. Il avait pris le cas du Fongbe. C'est une activité importante pour le Bénin, pour l'Afrique. Parce que vous voyez, on dit souvent, l'adage, c'est devenu un adage, ce n'était pas un adage au départ. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai. Mais attention, avant qu'on ne puisse le dire et l'appliquer, il aurait fallu en amont que celui-là dont on parle, qui n'est censé ignorer la loi, puisse avoir le condensé de la loi, enfin, le contenu de la loi dans la langue qu'il maîtrise. Et c'est du droit des populations de pouvoir posséder les instruments juridiques dans les langues qu'ils maîtrisent. La Déclaration universelle des droits linguistiques de 1979 en fait obligation aux États. C'est vrai que ce n'est pas un texte qui s'impose aux États comme ça, mais c'est naturel que nous puissions communiquer dans nos langues et toute forme de communication, toute forme d'information, nous devons être en mesure de les posséder, de les transmettre à partir de nos langues. Donc la traduction des instruments juridiques est très importante. Et je le dis surtout parce que j'ai été interprète au tribunal des mineurs statuant en matière criminelle à Cotonou pendant plusieurs années. Ce qui se passe souvent lors des audiences, ce n'est pas une mince affaire. Quand, par exemple, les prévenus, les inculpés ne maîtrisent pas vraiment la langue française, c'est très délicat. Donc, c'est les interprètes qui viennent au secours. Mais attention, si, par exemple, le tribunal, c'est-à-dire constitué du président et de ses assesseurs, etc., si eux autres, ils maîtrisaient très bien la langue du prévenu, ce serait plus direct, ce serait plus facile, ce serait une communication horizontale entre le prévenu et le tribunal. Donc, c'est bon que les détenus, que ceux-là qui sont des prévenus, qui viennent, etc., puissent avoir la notion de droit dans leur langue. Que les textes soient traduits, que ça soit vulgarisé effectivement dans les langues béninoises. C'est ça. La traduction, oui, mais il faut vulgariser. Il faut vulgariser. Il y a des textes qui ont été traduits comme ça dans les langues du Bénin, mais qui ne sont pas vulgarisés. Ça, c'est un défaut. C'est un défaut. Donc, il faut vraiment être en phase avec les besoins des communautés. Monsieur Chaliga, on constate qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui sont faits pour promouvoir les langues maternelles au Bénin, mais on ne ressent pas au quotidien la présence de ces langues, surtout dans l'administration publique, par exemple. Oui, il se fait qu'il y a une certaine forme d'élitisme linguistique
hein, qui est souvent rattaché à l'utilisation des langues dans l'administration, ou quand vous voyez des gens derrière leur bureau, ceux qui viennent parler fond, parler goun, yoruba, etc. Bon, d'où viennent ceux-là, c'est des villageois, etc. C'est des comportements à proscrire. Ça nous rappelle quand, avant au collège, tu parlais le fond ou bien ta langue maternelle. On t'accroche le signal oui. au pouce. Ce n'était pas seulement au collège, c'était même à l'école primaire. Moi, j'ai vécu ça tout le temps. Eh bien, c'est des comportements proscrits parce que nous devons être en mesure de nous exprimer dans la langue que nous comprenons le mieux. Imaginez quelqu'un qui vient directement du village et qui va faire un acte d'état civil dans un bureau à Cotonou, mais qui ne parle pas du tout français. Comment va-t-il s'en sortir? Il faut que celui qui est censé l'écouter puisse aussi accepter qu'il parle la langue que le requérant parle. À défaut, on aurait dû prévoir, par exemple, des médiateurs. Or, nous n'avons pas ici, chez nous au Bénin, nous n'avons pas cette culture de médiation, de médiateur linguistique. Il y en a dans plusieurs autres pays, même dans les hôpitaux, dans les administrations, il y en a. Mais chez nous ici, on n'a pas cette culture-là encore. Peut-être que ça va venir. Mais pour le moment, ceux qui sont derrière le bureau et qui parlent très bien, qui comprennent bien les langues de chez nous, doivent accepter que celui qui vient du village, qui vient de ceci, de la campagne, qui puisse aussi s'exprimer dans sa langue pour demander une pièce, pour faire une demande de service et de prestation. C'est cela aussi le sens de l'usager et nous devons apprendre à comprendre les usagers. Eh bien, il y a beaucoup de ces questions-là qui tournent toujours et on doit apprendre à les maîtriser. OK, déjà à l'université, par exemple, si les images peuvent, on voit des étudiants, ils ont des claviers déjà en langue. Ah oui, parce que... Il y a des documents en langue. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour promouvoir et donner plus de visibilité encore à la langue maternelle dans d'autres pays? De toute façon, au niveau de l'université, nous, on prend déjà à bras le corps l'aspect académique, l'aspect pédagogique et scientifique, mais il y a des actions parcellaires, fragmentées, individuelles, personnelles, par-ci, par-là, volontaires, dans les associations, dans les ONG. Mais il faut que nous puissions arriver à coordonner toutes ces actions-là, à les mettre sur orbite, à les programmer, à les planifier, à les programmer et à suivre leur mise en œuvre et rigoureusement par rapport à la gestion des langues. La gouvernance linguistique est un aspect très important de ce que nous appelons aussi développement. Et aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement s'est forcé, par exemple, sur le terrain de la culture, sur le terrain des arts et du tourisme. Je dis que c'est très important ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Vous voyez la construction des musées, des arènes, des places, etc., des palais qui sont rénovés, c'est extraordinaire. Mais je vous assure, pour tenir durablement sur ces chantiers, sur ces actions, et pouvoir en bénéficier sur le long terme, il faut des actions qui soient en harmonie, qui soient en cohérence avec ce qui se fait là maintenant, sur le plan physique. Et il faut une structuration de l'éducation qui permette aux enfants du Bénin de savoir que la langue du Bénin, la langue de son territoire, la langue patrimoniale est une langue qui soutient le développement véritablement et sur tous les aspects. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, les langues sont des archives vivantes qui concentrent, voyez, les vécus humains, sociaux, culturels, historiques et économiques. À partir d'un seul mot, je peux vous faire tout un cours. À partir d'un seul mot, je dis bien. C'est-à-dire un mot, je ne sais pas de combien de phonèmes. Je dis Adji, par exemple. À partir du seul mot Adji, je peux vous faire un grand cours que vous pouvez écrire dans un livre. Je vous dis vrai. Les langues sont des archives. Tout ce qui se fait aujourd'hui, sur le plan historique, culturel, c'est dense. Mais il faut structurer ça. Et il faut une politique linguistique, ça je le dis avec les termes qu'il faut. Il faut une politique linguistique pour soutenir l'ensemble de ces actions. C'est un appel que et vous les lancez ce matin dans le temps. aussi, n'est-ce pas? Un appel au gouvernement. Au gouvernement, bien sûr. Au gouvernement. Je le dis clairement comme ça, parce que c'est de notre domaine. J'enseigne les politiques linguistiques, mais nous n'avons pas un document de politique linguistique au Bénin. Il y a des actions fragmentées depuis l'avant, les indépendances depuis 1958, etc., jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a pas un document de politique linguistique qui concentre les actions et qui les planifie dans le temps. Il nous faut ça pour en bénéficier. C'est toujours un plaisir de vous suivre, Merci beaucoup, Dr Charles Ligan. Alors, moi, j'ai une dernière question. Allez, réalisatrice, ne m'en veux surtout pas. Je n'aurais pas pu ne pas poser cette question. Alors, les plateaux, les rédactions, vous les avez quittés il y a un bon bout de temps. Est-ce que le journalisme sommeille encore en vous ou la linguistique, là, a définitivement emporté? Non.
Non, la linguistique n'a pas tout emporté. Pourquoi? Parce que je demeure journaliste, mais je ne suis plus journaliste de plateau comme vous. D'accord. Je demeure communicateur, mais plus comme vous, parce que là, je suis le directeur du Centre de gestion de l'information et de la communication de l'Université d'Abomey-Calavi. Ça, c'est depuis 2022. Donc, je gère la communication de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis au rectorat. Et tout ce qui concerne la communication de l'université, je tiens, et on sait que je tiens fermement aussi. Merci, Dr Charles Ligan. Allez, Amandine Nanyamboso, ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, Rachida. Et il sort. Et Voilà. na tchena mikaka. Mikudo. Bon, Mikudo Azon, Mikudo Gbeza, Mikudo je Todome. voulais dire Mikudo Gbada. Non, ce n'est pas encore Gbada. C'est pas encore Gbada. Non, Gbada, c'est le C'est pas soir. encore le soir. Bonne journée, en fait. Mikudo Todome. Mais bon, je peux le dire. Merci pour l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Et à Merci, très vite.